Bonjour Chloé. Bonjour Philippe. On enregistre un nouvel épisode interne Authentique Talent aujourd'hui. Et à la différence de d'habitude, je vais pas essayer de pitcher tout ce que tu vas nous raconter. Déjà parce que je ne sais pas tout. Mais ensuite parce que le sujet vient aussi de beaucoup d'échanges que tu as pu avoir récemment dans ta communauté. Ça vient aussi des partages qu'on organise régulièrement au sein d'Authentique Talent sur ce qu'on peut détecter comme besoin chez nos clients, etc. Et donc je vais te laisser aujourd'hui nous préciser le thème central de l'épisode et la question qu'on va chercher à aborder pour nos auditeurs. Oui, merci. Du coup, c'est moi qui fais tout. Je plaisante. Un thème qui vraiment revient de façon récurrente, mais en fait, même par rapport à des situations assez différentes de mes interlocuteurs, je pense d'un côté au cercle de dirigeants et d'entrepreneurs dans lequel je gravite de façon très régulière, et aussi la communauté de DRH qui se pose des questions finalement quelque part qui ont un vrai point commun, c'est quelle est l'importance d'évaluer la complémentarité dans certains binôme, tandem, trio stratégique au sein des organisations. Et donc, pour remettre un tout petit peu de contexte, d'un côté, j'ai évidemment régulièrement des fondateurs d'entreprises qui se posent cette question à destination de leurs associés ou de leurs associés, et on sait que c'est un sujet qui peut être assez douloureux par moment quand il n'a pas été bien préparé, et à la fois, typiquement, le binôme CEO, Chief of Staff, le binôme CEO, CFO, ou même certains tandems assez clés dans des équipes de direction. Régulièrement, on se pose la question de c'est les bonnes personnes probablement, c'est les bonnes personnes pour le job, c'est les personnes qui fit avec la culture d'entreprise, mais finalement, est-ce qu'on n'aurait pas dû se poser la question du fit entre les personnes, entre les personnalités en fait quelque part, et de la complémentarité ou pas? Super. Tu nous as dévoilé un petit peu les échanges que tu avais avec toutes ces personnes. Est-ce qu'il y a des pain points particuliers que tu as pu relever autour de ça? Qu'est-ce qui t'a amené à vraiment te dire c'est un élément qu'on peut adresser et qui va, d'une part, on l'espère bien sûr, intéresser nos auditeurs, mais aussi leur permettre de trouver des clés de compréhension sur comment faire mieux, soit en amont, soit parfois en aval de la décision? Je vois deux difficultés qui reviennent de façon récurrente. La première, c'est des conflits qui émergent, mais de façon assez marquée, avec une difficulté à revenir en arrière, et qui sont, à mon sens, plutôt de l'ordre du conflit de valeurs qu'on va retrouver entre associés, qui parfois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, parfois au bout de 10 ans, font qu'il y a le sentiment de part et d'autre de pas être alignés sur des fondamentaux, de pas avoir envie d'aller au même endroit. Donc ça, c'est un point important et qui peut se préparer. Et de l'autre côté, des questions autour de la complémentarité de mode de fonctionnement. C'est-à-dire que on peut se dire parfois qu'il est plus facile de travailler avec des gens qui ont les mêmes modes de fonctionnement que nous. Typiquement, si t'es quelqu'un de synthétique, qui va vite, qui décide de façon assez intuitive, probablement qu'il sera plus confortable pour toi de trouver un chief of staff qui fonctionne de la même façon. Ça reste assez confortable. Et finalement, au bout du bout, on se pose la question de la valeur produite par le duo et du coup de la capacité de chacun à prendre sa place, alors que peut-être ils fonctionnent de la même façon. Donc voilà, je verrais ces deux sujets-là comme des difficultés qui reviennent. Le fait de traiter donc le duo comme une entité quelque part plutôt que comme une somme d'individualités, et donc notamment effectivement pour les founders on perçoit bien l'importance de tout cela, mais voilà, arriver à constituer un tout, et comment est-ce que de la part de toutes les parties prenantes on peut réfléchir ce sujet en amont de manière à l'accompagner au mieux. Merci c'est exactement beaucoup. Ça, ouais. Du coup, par rapport à la situation d'aujourd'hui et de manière très générale, etc., est-ce que tu vois des limites dans les pratiques telles qu'elles sont réalisées aujourd'hui sur le marché? Oui, j'ai l'impression qu'on est très bon sur le marché. À chaque fois qu'on se pose des questions de constitution d'équipe, de recrutement sur des postes sensibles, on est très bon pour se poser la question de l'adéquation de la personne au poste. Donc ça, on l'évalue et on se dit, OK, le poste aujourd'hui, avec un peu de chance, le poste demain, dans 3 ans, dans 5 ans, il va demander quoi comme type de compétences, hard skills, soft skills, etc. Ça, on le fait plutôt très bien. Le deuxième point qu'on commence à faire pas mal, c'est effectivement la question de est-ce que en termes de culture que la personne va créer, fit avec la culture d'entreprise existante, est-ce que on arrive à mettre le doigt là-dessus? Ça, on le fait aussi. On commence à faire aussi de l'évaluation vis-à-vis du contexte, c'est-à-dire qu'on se rend compte que sur certains postes, il n'y a pas un CFO idéal ou un Chief of Staff idéal ou un directeur commercial idéal, mais il y a aussi celui qui va correspondre à une phase de l'entreprise. Si aujourd'hui on est en croissance, si aujourd'hui on est en levée de fonds, si au contraire aujourd'hui on est dans une situation plus challenging de reconquête, on arrive à se dire ok, la personne qui était très bien pour la phase d'avant sera pas forcément celle qu'on va rechercher maintenant. Et en revanche, tu parlais de l'entité du tandem stratégique. Ça, c'est des choses qu'on fait de façon très intuitive, sans trop se le dire, et du coup avec un degré d'attention qui est pas suffisant. Et tu vois, je m'en rends compte quand on fait des débriefs auprès de dirigeants d'assessment clés, que ce soit
justement associé, CFO, Chief of Staff, peu importe. On va parcourir les différents points forts, les différents points de risque, etc. La question de est-ce que cette personne va être complémentaire? Est-ce qu'il va y avoir des risques supplémentaires liés au mode de fonctionnement de son N+1 ou de son associé, etc. Ça émerge assez rarement. Et puis, ça émerge assez rarement parce que très souvent, l'autre partie du binôme, celle qui est déjà dans l'entreprise, n'est pas évaluée elle-même, n'a pas forcément envie de mettre sur la table ses modes de fonctionnement directement dans le brief ou dans le débrief. Et donc, on fait comme si n'importe quel bon candidat qui correspond aux attentes allait forcément fonctionner d'une façon hyper performante avec l'autre bout du binôme. Ce qui est évidemment pas possible. Ou alors, parfois, puisque nous, c'est quand même ce qu'on cherche à faire aussi dans les missions qu'on réalise avec nos clients, on trouve justement le cas où cette personne-là va aussi devoir composer avec un ou une N+1 qui a telle caractéristique. C'est souvent pas le N+1 qui nous le révèle, mais d'autres personnes de l'entreprise qui nous disent « Faites gaffe, si ça, c'est pas géré, ça passera pas ». Et donc là, finalement, on fait un choix en creux, en regard de la personne en place, et on se dit, on va peut-être pas prendre le meilleur, on va prendre le meilleur qui va être capable de gérer cet aspect-là de la personnalité de l'existant. Oui, mais c'est très léger. C'est-à-dire qu'en général, comme tu le dis, tu fonctionnes par indices qui t'ont été un peu laissés sur le chemin. On te dit que le N+1 est peut-être quelqu'un de très autoritaire, qui fait pas confiance et qui aura besoin de quelqu'un qui, au contraire, est beaucoup dans de la communication transparente, tenir ses engagements, etc., etc. Donc, du coup, tu t'adaptes à un petit bout de ce qui est disponible, entre guillemets, et qui est à ta connaissance. Mais c'est loin d'être suffisant, c'est loin d'être exhaustif. Les modes de fonctionnement des êtres humains sont quand même beaucoup plus complexes que ce qu'on est capable de se faire résumer par un bruit de couloir. Et donc, il y a toute une partie que tu prends pas en compte. Et en plus, quoi qu'il en soit, est-ce qu'il faut forcément toujours avoir le complément? Est-ce que parce que, j'en sais rien, le CEO est quelqu'un de très visionnaire et pas toujours très attaché au principe de réalité de l'entreprise, est-ce que pour autant, il va falloir en contrepartie mettre quelqu'un d'extrêmement ancré dans le pragmatisme? Encore une fois, c'est pas si binaire que ça, c'est pas si évident que ça. Très intéressant. Du coup, il y a un peu deux situations. Effectivement, pouvoir l'anticiper, et quand on sait qu'il y a un duo, un tandem qui doit marcher, potentiellement, ce qu'on est en train de dire, c'est intéressant pour vous qui prenez ces décisions d'anticiper le match parfait, ou en tout cas quelque chose qui marche vraiment bien entre les deux personnalités qui vont être amenées à travailler de façon très proche ensemble. Et puis, il y a des situations qui va peut-être être plus proches de, en tout cas, la réalité terrain, des situations qui existent, où on a des tandems qui doivent fonctionner ensemble et qui, aujourd'hui, potentiellement dysfonctionnent. Selon toi, quels signaux un DRH devrait détecter autour de cela, de manière justement à pouvoir se dire « Ok, c'est maintenant qu'il faut agir, et voilà sur quoi je vais baser justement tout cela ». De toute façon, pour moi, c'est une démarche qui devrait être systématisée. C'est-à-dire que d'attendre des signaux qui montrent que ça se passe plus ou moins bien, de façon plus ou moins efficace, etc., c'est un peu dommage, entre guillemets, alors que à chaque constitution de binôme ou de trio stratégique ou de quel que soit le tandem, on pourrait vraiment, dès le début, se poser la question de qu'est-ce qu'on veut par rapport à la situation, qu'est-ce qu'on veut par rapport à la personnalité des autres personnes en présence, etc. Donc je pense que quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose à systématiser dans la prise en compte de cette dimension-là, du fit. Après, il y a évidemment des signaux d'alerte, c'est-à-dire que finalement, moi je l'entends régulièrement sur certains binômes, quand les gens ont l'impression de finalement avoir des conflits qui éclatent après des mois d'harmonie de façade. Très souvent, c'est lié à des choses qu'on ne s'est pas forcément dites, qui se sont accumulées et qui peuvent être liées à des valeurs sous-jacentes dont on n'avait pas mesuré qu'elles étaient aussi distinctes l'une de l'autre. Très souvent, je vais prendre un cas dans lequel beaucoup pourront se reconnaître, mais très souvent, tu as des gens qui décident de s'associer pour créer des entreprises parce qu'ils connectent sur un certain nombre de dimensions qu'ils ont en commun. Ça peut être des choses liées à l'ambition, l'envie d'avoir un impact, de construire quelque chose de grand, pourquoi pas de gagner de l'argent, de faire du profit, etc. Et c'est pas parce que ça match là-dessus qu'il n'y a pas plein d'autres dimensions sous-jacentes de ce qui me drive vraiment et que je t'ai pas forcément dit parce que j'en suis peut-être même pas consciente. Ou à contrario, en creux, ce qui peut me créer de la tension ou du désalignement. Et c'est des choses qui interviennent de façon très anecdotiques dans des petites décisions du quotidien et qui finissent par se révéler dans des situations de crise. Et où c'est là qu'émerge vraiment tiens, on est dans une situation de crise, dans une situation d'urgence, dans une situation où ça se passe pas comme d'habitude, et je découvre que toi, ce que tu fais passer en priorité dans ta prise de décision, c'est l'équipe, alors que c'est génial sur le papier, mais peut-être que moi, en fait, ce que je ferais passer avant toute chose, c'est, j'en sais rien, le fait de préserver la notoriété, de préserver les règles,
de sécuriser le réseau, etc. Donc, il peut y avoir plein d'autres choses qu'on ne voit pas quand tout va bien. Et voilà. Et donc, ces différences de valeurs dans des tandems, elles vont éclater via un conflit souvent dans une période un peu intense. Ce serait dommage de les résoudre simplement en essayant de se dire bon bah il y a un conflit, on se parle, on aplanit un peu la situation et on passe à autre chose. Alors qu'en fait une bonne façon de l'accompagner, c'est aussi de réussir à verbaliser, expliciter et creuser la nouvelle compréhension d'éléments qu'on n'avait pas en fait, et de réussir à se dire on va pas se corriger sur un sujet comme ça, on va pas forcément se séparer, enfin c'était pas toujours l'objectif initial. Donc comment à minima on arrive à utiliser ces situations de conflit pour arriver à un autre niveau de connaissance mutuelle. Est-ce qu'il existe là-dessus des recherches qui ont détaillé tel ou tel élément qui serait structurant ou quelque chose comme ça ? Alors, il y en a plein. J'en pense à 2 en particulier. Avec Hogan Assessment, qui est un outil, comme tu le sais, que j'apprécie particulièrement, parce qu'il permet d'évaluer de façon quand même ultra fine, à la fois justement tes valeurs, tes modes de fonctionnement quand tout va bien, tes modes de dysfonctionnement quand t'es sous pression, etc. Donc ça te donne vraiment et un langage commun entre les différentes parties autour de la table et un regard qui est quand même extrêmement précis. Et chez Hogan, ce que révèlent finalement toutes les recherches sur les équipes stratégiques, elles peuvent être élargies d'ailleurs, mais un petit peu plus restreintes comme celle dont on se parle, c'est que sur les valeurs, sur toute la partie, ce qui drive fondamentalement, etc., ce qui est sous-jacent, sur les choses qui sont les plus fortes d'un côté comme de l'autre du binôme, se retrouver quelque chose de beaucoup plus confortable, donc être aligné, avoir exactement les mêmes drivers, c'est quelque chose de beaucoup plus confortable. Attention qui t'amène des tas d'angles morts dans les prises de décision. Parce qu'évidemment que si on se retrouve sur une valeur autour de la recherche d'impact, il y a des moments où ça peut nous aveugler de la même façon dans un duo, le fait d'avoir cette dimension au même niveau. Donc ça amène quand même des choses qui sont prédictives de durabilité du binôme. Et malgré tout, il faut réussir à bien les mesurer parce qu'il faut être conscient aussi de comment est-ce qu'on se challenge à des moments où on va voir la situation exactement de la même façon. Là, le deuxième point que dit Hogan, c'est qu'il y a besoin d'avoir une complémentarité sur les modes de fonctionnement. Alors, ils appellent ça les rôles psychologiques que les gens jouent au quotidien. C'est-à-dire que tu as ton rôle fonctionnel dans la boîte. Est-ce que toi, tu es là pour apporter du business? Est-ce que moi, je suis là pour créer la vision? Est-ce que, c'est rien, tu es là pour sécuriser la finance? Et ce que dit Hogan, c'est qu'il y a des rôles psychologiques qu'on joue. Il y a des gens qui ramènent toujours le binôme sur le résultat, d'autres qui ramènent le binôme sur la relation, l'harmonie, d'autres sur le process, certains sur l'innovation, etc. Et là, c'est intéressant d'être complémentaire. Encore une fois, pas à tout prix, en fonction de la phase de l'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce nécessaire que tu sois à l'opposé de moi sur l'innovation selon la phase de la boîte dans laquelle on est? Pas sûr. Selon le contexte, ça peut être important vraiment de trouver de la complémentarité à cet endroit-là. Et le dernier point qui est pour le coup vraiment fascinant dans ce qu'il propose en termes de recherche, c'est la façon, donc les dérailleurs, donc la façon dont tu dysfonctionnes sous pression, en disant que, alors je le rappelle pour les gens qui sont pas familiers avec les dérailleurs, il y a 3 stratégies de déraillement sous pression. Il y a les gens qui ont tendance à fuir la situation, ceux qui ont tendance à plutôt avoir des comportements de lutte. Et puis la 3e catégorie, c'est des comportements d'inhibition, c'est de la recherche d'approbation. Et en fait, il y a des mécanismes qui s'alimentent et qui s'amplifient. Donc typiquement, si en tant que dirigeant, je suis quelqu'un de méfiant et que mon binôme déraille sur le même système de méfiance, ça va évidemment pas nous permettre de recommuniquer entre nous, mais ça va aussi créer dans l'entreprise un contexte de défiance généralisée. Et où on s'autorisera à aller beaucoup plus loin parce qu'en fait, ça nous paraît beaucoup plus logique quand on a quelqu'un à côté de nous qui fait exactement la même chose. Donc, il y a des choses qui peuvent s'amplifier. C'est évidemment pas ce qu'on recherche, du coup, c'est pas la bonne dynamique. Mais il y a des choses qui peuvent s'alimenter l'un et l'autre. Donc, typiquement, si toi, tu dérailles d'une façon très méfiante et que moi, sous pression, je deviens quelqu'un de très indépendant et qui, du coup, n'attache pas d'importance à partager ce qui se passe dans ma tête, ça peut encore plus t'amener à te faire des films, en fait, quelque part sur la situation. Donc, il y a des choses qui s'enrichissent pas spécialement quand elles sont différentes. Et évidemment, il y a des stratégies qui peuvent se compléter pour le coup. Tu vois, si t'es beaucoup dans la fuite et qu'à contrario, peut-être, je suis beaucoup dans la lutte, ça va peut-être aussi amener un certain type d'équilibre. Encore une fois, il n'y a pas de scénario magique. Si je devais résumer la recherche de Hogan, c'est pas de la complémentarité à tout prix. Il y a des endroits où il vaut mieux être pareil, il y en a d'autres sur lesquels il vaut mieux se compléter. Et ça se réfléchit en amont, en fonction du contexte de l'entreprise, de ce qu'on veut, etc. Et la clé, c'est d'avoir bien compris
ce qui se joue, ce qui se passe, etc. pour que le moment où tu arrives à prendre de la distance, on peut espérer que dans le binôme, il y en ait un des deux qui déraille moins que l'autre, par exemple, et qui soit là pour réguler en conscience de ce qui se passe. La deuxième recherche que j'ai trouvée intéressante, c'est la recherche qui a été faite par HBR, donc Harvard Business Review, qui parlait des différentes zones de complémentarité. Je me permets de vous signaler que vous trouverez toutes les études dont parle Chloé dans le lien sur le podcast. Absolument, on va les mettre. Donc l'autre étude, c'est l'étude de Harvard Business Review qui parlait des différentes zones de complémentarité et qu'il faut réfléchir même au-delà de la personnalité. C'est quelle est notre complémentarité dans un binôme en termes de tâches qu'on va réaliser, où est-ce que j'ai de la valeur ajoutée à en prendre certaines versus toi, peut-être par rapport à ce qui est plus facile, plus confortable, plus logique, etc. La complémentarité des rôles, tu vois, comment est-ce qu'on définit bien les rôles, les responsabilités de l'un et de l'autre pour éviter de se marcher dessus, qu'il y ait des redondances, qu'il y ait des zones de flou, etc. Il y a la complémentarité finalement cognitive, donc qui est plus de l'ordre de comment est-ce qu'on analyse. Comment est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on a une tendance à faire un peu le même type de raisonnement derrière une décision? Et la quatrième complémentarité, c'est la complémentarité d'expertise, bien sûr, parce que c'est quand même souvent comme ça que les associations se créent, hein, c'est de se dire j'ai une expertise, j'en sais rien, tech sur un sujet, et c'est moi qui vais prendre ce rôle-là dans le duo, et toi tu vas peut-être avoir une expertise différente sur, j'en sais rien, la partie business. Et évidemment, à l'issue de tout ça, de ces 4 segments, la question c'est de se dire comment est-ce qu'on amène de la clarté et quelque chose de réfléchi et intentionnel sur la façon dont on perçoit et accompagne le duo, le trio, le tandem, etc. Merci, très riche. J'avoue que j'ai eu une pensée émue pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont dans le merveilleux monde du recrutement et de l'executive search. On a l'habitude de, effectivement, dans ces mondes-là, chercher le mouton à 5 pattes. Là, ce qui me faisait un peu peur dans ton discours, c'était de se dire quel est le profil idéal par rapport à la complémentarité des rôles, etc. Souvent, ce qu'on rappelle d'ailleurs à nos clients comme risque un petit peu quand t'as une finesse comme Hogan, de te dire, bah tiens, moi je veux quelqu'un qui soit là sur telle échelle, qui soit là, et en fait, on attend le profil parfait qui va matcher avec les comportements prévisibles de chacune des échelles. Or, Hogan est assez riche, et là, ce que tu viens de nous décrire est assez riche, pour qu'on puisse partir sur une recherche de à peu près 17 ans, si je t'écoute. Donc, comment est-ce qu'on peut analyser ces items et arriver quand même à une situation, j'ai envie de dire vivable ou jouable? Évidemment qu'il y a le perfect match, mais c'est quand même assez rare. Donc, comment arriver à jongler avec tout ça, entre guillemets? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que tu pars pas dans un recrutement avec une feuille de route, un profil aussi défini. Déjà parce que ce sera impossible de scanner tous tes candidats avec ça, et puis ensuite parce qu'effectivement tu finirais par présenter personne. Donc j'aurais tendance à dire que, comme d'habitude, la best practice c'est d'avoir une recherche ciblée sur les critères qui sont vraiment essentiels. Donc là évidemment il y a toujours les sujets autour de l'expertise déjà, des compétences au regard de la phase de la boîte, etc. Enfin tout ce qu'on fait bien aujourd'hui et qu'on se résumait sur le fit avec le poste, l'entreprise, etc. Et quand même les quelques grandes dimensions non négociables. Typiquement, quand tu recrutes le chief of staff d'un CEO et que le CEO te dit que finalement, sur ce rôle-là qu'on peut designer de plein de façons différentes, lui, ce qu'il a besoin de combler, c'est le rapport à l'exécution et la structure, parce qu'il a plutôt tendance à être dans l'idée, le concept, etc. Évidemment que ça, tu vas le rajouter. Ça sert à rien de perdre du temps et d'aller chercher le double du CEO là-dessus parce que ça va pas l'aider. En revanche, moi, j'ai plutôt tendance à le regarder après. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tes candidats sous les yeux avec toute la richesse de leur profil, comment est-ce que, plutôt que de faire une lecture et une recommandation uniquement basée sur le contexte, le rôle, etc., tu peux dire, dans votre duo, les avantages, ça va être ça, les limites, les zones de risque, elles vont être de cet ordre-là. Malgré tout, la probabilité de succès de votre binôme dans la durée, elle est très forte ou elle est assez modérée parce qu'il y a tellement de zones de clash possibles que ça risque de pas te rendre service. Mais voilà, de le faire plutôt après coup parce que, encore une fois, l'être humain est suffisamment complexe pour que tu puisses pas prévoir tous les scénarios à l'avance et les dimensions aussi s'équilibrent les unes avec les autres. Est-ce que du coup, dans cette vision un petit peu projective, mais quand même très concrète, pour toi, idéalement demain, est-ce qu'il faudrait que du coup les deux personnes concernées, s'il y en a une en poste et pas l'autre, voir si on recrute les deux en même temps, ce qui peut arriver, de ce que je comprends, les deux devraient passer, on va dire, des inventaires de personnalité de manière justement à être analysés conjointement, ou comment tu verrais ça ?
Alors, il y a la réponse dans un monde idéal, qui est le mien, et puis il y a la réponse réelle. Oui, dans un monde idéal, surtout sur des choix de ce type-là. C'est-à-dire que moi, je vois à quel point c'est douloureux, coûteux à tout niveau, chronophage, coûteux financièrement, etc., pour des associés de devoir trouver des issues quand ils sont dans des zones de flou, de conflit, etc. Là, je me dis quand même, c'est dommage de faire l'économie d'un vrai assessment des complémentarités et des zones de risque au démarrage. Donc, typiquement, là, je ferais pas l'économie d'avoir de la précision, de la finesse. C'est le cas aussi sur les postes clés. Maintenant, je sais que pour un principe de réalité, de rapidité, de coût, tu peux pas toujours le faire. Et dans ces cas-là, avoir un espèce de diagnostic, même s'il est auto-déclaré, en espérant que la personne soit assez lucide, mais de voilà comment, quelles sont mes forces, mes limites, mes modes de fonctionnement, ce que mon équipe apprécie chez moi d'habitude, ce qui est le plus important pour moi dans ma relation avec mon N-1 ou avec mon binôme, etc. À minima, d'avoir cet échange-là. Et de pas simplement avoir un échange préalable autour du rôle et des challenges du rôle de la personne souhaitée, ça me paraît déjà être une bonne base. C'est quoi ton style managérial aujourd'hui? Qu'est-ce que t'ont remonté tes équipes dans tes derniers one-to-one feedback? Qu'est-ce que tu supportes pas dans une collaboration avec un pair? Tout ça, ça te donne quand même des clés que tu peux ensuite mettre en relation avec le candidat que lui tu vas cesser pour le coup. Oui, et qui pourrait du coup s'exprimer aussi. C'est un peu les do's and don'ts avec moi et avec toi, et on regarde si ça fit ou s'il y a vraiment des trucs où on n'y arrivera jamais en fait, a priori. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu vois, finalement, quand tu finis par prendre une décision, il est assez courant de se dire, en tout cas sur des postes clés, qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser la période de onboarding? Parce que ce serait quand même trop dommage d'avoir trouvé une personne qui pourrait réussir dans le poste, mais qui, au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an, va quitter le navire parce que l'accompagnement à l'intégration n'était pas excellent. En fait, ce plan de onboarding, pour moi, il doit forcément inclure une partie de qu'est-ce qui, dans le binôme, va être clé de succès parce que t'es peut-être excellent sur ton expertise et tu vas peut-être réussir dans le rôle, mais si en fait t'arrives pas à bien travailler efficacement avec tes pairs, les 2 personnes qui sont autour de toi, peut-être qu'en fait finalement ça ne marchera jamais. Donc autant avoir aussi une partie dans le plan du onboarding qui est comment donner toutes les chances de succès dans le binôme, et je pense que c'est très riche quand on est dans un cas du N+1 qui recrute un N-1 qui va être un vrai bras droit, un pilier, etc., de lui dire qu'est-ce que toi tu dois faire dans la période d'onboarding pour t'assurer de lui donner toutes les chances de succès par rapport à ton mode de fonctionnement habituel. T'as tendance à micromanager beaucoup, on recrute quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'espace, d'autonomie, d'initiative, etc. Déjà, vous allez peut-être vous le dire, que ta tendance sous pression, c'est de reprendre le contrôle et puis la personne, qu'elle puisse te dire le niveau d'espace et de cadre dont elle a besoin. Peut-être que vous allez définir des rituels ensemble qui le sécurisent. Peut-être que on va pouvoir s'autoriser dès le début des feedbacks à chaud quand ça commence à coincer sur cette dimension qui est potentiellement une zone de friction. Donc voilà, c'est comment on accompagne tous ces éléments-là dans un plan de onboarding carré. Qui pourrait du coup, à t'entendre, être appliqué aussi à des situations, alors un petit peu différemment, mais qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, je pense à tous nos auditeurs plutôt effectivement start-upers, associés, etc., chose qu'on a tous connues ici. C'est une aventure fantastique, c'est des relations très intenses. Oui. Et donc, effectivement, même si vous êtes déjà dans cette situation et que vous pensez que tout va bien, finalement, quand à t'écouter, c'est parlons-nous de façon un petit peu dépassionnée et en prenant de la hauteur de vue sur qu'est-ce qui, moi, me nourrit, m'éclate et fait qu'on est associé aujourd'hui et que j'espère qu'on le sera demain, et partageons cela de manière à voir où est-ce qu'on se recoupe et où est-ce que potentiellement, quand les choses vont se tendre et être un petit peu plus compliquées, anticipons le fait qu'on va potentiellement être en désaccord. Oui, et effectivement, on peut le faire en cours de route, parce que quand tu arrives dans une entreprise, écoute, tu prends un job de directeur commercial dans une entreprise, tu sais que tu vas devoir bien travailler avec la directrice des opérations, par exemple. Au bout de 2 mois, si tu te rends compte que vous n'êtes pas ultra complémentaires en termes de personnalité, t'as peut-être envie de trouver des options toi-même, même au bout de 2 ans, parce qu'en fait, tu choisis pas toujours tous les gens autour de toi. Donc, bien sûr qu'il y a des choses à faire à ce moment-là pour mettre les choses sur la table et trouver directement des plans de contournement, des plans d'adaptation, des limites à poser, etc. Et sur les associés, je le vois aussi, tu vois, t'as des personnes qui ont créé leur boîte, c'est toujours des phases fantastiques, stimulantes, etc. Et au début, en fait, comme toute rencontre, ça a l'air génial pendant la période de lune de miel, et puis au bout de 1 an, tout d'un coup, tu te rends compte que
vous êtes pas si complémentaires que ça et que donc tu perçois pas forcément la valeur de l'autre en complémentarité à la tienne, je veux dire, dans ce que t'apportes à la boîte. Et puis, il y a des choses sur lesquelles il y a des fossés qui se creusent. Donc, moi, je vois souvent des associés qui se disent, on va se reprendre 2 jours hors du bureau pour se parler, pour dire, bon, bah, toi, ton rôle, attention, ton précaré, c'est ça que tu dois apporter, moi, c'est ça, etc. Et qui oublient qu'en fait, le vrai sujet, il est de l'ordre de comment est-ce qu'on parle des différents trucs qui nous drive et qui peuvent peut-être un peu nous éloigner, comment est-ce qu'on parle des types de complémentarité que notre binôme ne couvre pas et sur lesquels on aurait besoin aussi de se faire aider. En préparant cet épisode, on réfléchissait à effectivement des cas concrets. Enfin, moi, j'ai réfléchi à quelques exemples et cas concrets qu'on a cités un petit peu là. C'est vrai que le rôle de Chief of Staff qui prend de plus en plus d'ampleur et qui peut être effectivement perçu de beaucoup de façons différentes. Pour ceux qui ont vu Billions notamment, c'est une série que je trouve très inspirante sur le monde du travail. Là, on parle vraiment d'un bras droit, très clairement. Comment est-ce que lire cela au travers de Hogan, si je te résume, on est vraiment sur les valeurs où il faut être aligné et un peu le comportement en marche normale où là, idéalement, on se complète entre quelqu'un qui est, pour schématiser très fort, prudent et carré versus celui qui va être un peu plus innovant et disruptif. Ça pourrait être comme ça ? Ça peut être un résumé. Après, sans chercher un copier-coller sur les valeurs, parce qu'encore une fois, de temps en temps, je considère que ton Chief of Staff, il peut être là aussi pour t'amener une autre lecture de certaines décisions parce qu'il n'a pas les mêmes angles morts que toi. Donc c'est sûr que sur les très gros fondamentaux, faut réussir à parler un peu le même langage. Mais sur d'autres dimensions, c'est intéressant même de conscientiser le fait qu'il va être plus orienté, j'en sais rien, relation, plus orienté qualité, plus orienté harmonie, peu importe. Mais de le dire dès le démarrage qui pourra amener ce prisme-là dans certaines décisions et donc tu pourras, en tant que CEO, l'inviter à te challenger sur des sujets parce que tu as compris qu'il peut y avoir une autre façon d'analyser les situations. Et ensuite, oui, sur les comportements, t'es pas obligé d'être complètement complémentaire sur tout parce que le rôle que tu vas lui confier, il va aussi dépendre de ça. Mais si t'estimes que ton plus gros besoin, c'est un besoin de structuration ou de porter à exécution des projets stratégiques ou peut-être d'avoir un rôle beaucoup plus front équipe ou client, tu vas pas attendre les mêmes types de complémentarité. Et ce qui est sûr, c'est que tes comportements sous pression avec un Chief of Staff ont intérêt à être plutôt différents, ou en tout cas ne pas s'alimenter parce que on est sur un rôle de binôme dans lequel la relation elle doit forcément jamais se couper, ou la communication doit jamais se couper. Donc ce qu'on se disait tout à l'heure sur je suis méfiant et il est méfiant, je suis méfiant et il est indépendant, typiquement ça peut pas marcher. Si t'as un dirigeant qui déraille, ce qu'on appelle chez Hogan de façon sûre de soi, bold, donc avec beaucoup d'ego ou de confiance en lui, etc., t'as intérêt à avoir de l'autre côté un chief of staff qui est au contraire justement très à l'aise pour pouvoir montrer les limites, sa responsabilité, ce qui fonctionne pas, etc., parce que sinon tu te retrouves dans des guerres d'ego qui sont évidemment pas du tout réconciliables. Donc voilà, donc c'est vraiment d'aller regarder de façon précise ce qui apporte le plus de valeur, sans se dire qu'il y a un schéma parfait. Avec un peu deux niveaux de lecture, si je t'entends, le niveau de lecture complémentarité au jour le jour dans les actions du quotidien et bien sûr dans la perception du monde, on va dire, où là il y a quand même deux, trois items qui doivent être alignés, et puis complémentarité lorsque ça devient dur, où là il faut pour le coup vraiment éviter de rentrer dans des cercles vicieux, mais plutôt dans des cercles vertueux où on va peut-être aussi s'équilibrer. Ça veut pas dire forcément que tout se passera bien, mais en tout cas, on se dira les choses qui feront progresser la situation. Ouais. Et puis, tu vois, si t'as pas les mêmes déclencheurs de pression, c'est aussi intéressant de se dire peut-être que ce qui va mettre l'un sous pression n'est pas du tout ce qui va mettre l'autre dans la même situation de tension. Et donc, ça te permettra d'avoir toujours une des deux parties dans le binôme qui reste un peu plus lucide que l'autre. Donc, il peut y avoir des tas de bénéfices comme ça à aller chercher. Ce raisonnement, finalement, c'est quasiment celui qui peut être appliqué à un COMEX ou à une équipe. Une fois qu'on a un peu la méthode, est-ce que ça peut s'étendre ? Oui, ça peut complètement s'étendre à des équipes, on va dire, réelles, qui travaillent avec les mêmes objectifs, même leadership, etc., etc. Évidemment, tu comprends que tu vas faire la même chose à une plus grande échelle, donc ça amène un tout petit peu plus de complexité de lecture. Mais en fait, très souvent, dans un COMEX, tu as besoin que la dynamique de l'équipe COMEX au sens large fonctionne de façon efficace. Donc, c'est de regarder les complémentarités, pas juste de 2 individus, mais de 6, 8, etc. Mais tu as aussi besoin qu'il y ait des binômes stratégiques au sein de ce COMEX qui marchent de façon efficace. Et donc, tu vas regarder un peu les deux prismes.
Tu peux rarement tomber directement sur la bonne configuration d'emblée, mais tu vois, ce qu'on voit avec certains DRH avec lesquels on travaille, c'est que de temps en temps, des comex qui sont dysfonctionnels, pas extrêmement efficaces, dans l'évitement du conflit, et donc qui arrivent justement pas à se dire les choses qu'on a besoin de se dire dans ces cas-là, ou à contrario beaucoup trop dans le conflit. À chaque personne qui sort du groupe, c'est l'opportunité d'aller regarder de façon intentionnelle qu'est-ce que tu intègres pour rééquilibrer la complémentarité des personnalités en présence. Super intéressant. Si on essaye de résumer un petit peu et aussi en pensant notamment à nos auditrices et auditeurs DRH, qu'est-ce que cela pourrait changer dans leur façon d'appréhender la situation demain sur le recrutement d'un key people ou d'un membre du COMEX? C'est un petit peu ta réponse précédente, mais... Oui, en fait, mais je pense que ce que ça change fondamentalement, c'est l'intégration d'un paramètre différent dans le contexte de la recherche et comme une dimension à part entière. Donc, en tant que DRH, à chaque remplacement, succession, préparation de succession, recrutement externe, peu importe, à chaque choix un peu stratégique qui nécessite de constituer un binôme, un tandem, un trinôme et même une équipe, comment est-ce que j'intègre le besoin de compétences, d'expertise, d'expérience et cette dimension complémentarité avec le N+1, avec les pairs. Et voilà, de systématiser cette évaluation-là. Est-ce que tu penses que le marché est prêt pour ce genre de choses ? Je vais te la reposer différemment. Je sais que avec certains de tes amis entrepreneurs, justement, tu commences à vraiment tester un modèle qui marche et que tu as construit avec eux pour accompagner justement les founders dans la découverte un petit peu de leur appariement, si tu me passes l'expression. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'étendre ? Comment tu vois la situation ? Je pense que déjà, il faut se rappeler qu'on est sur un marché, enfin en tout cas en France, où le niveau de maturité sur tous les sujets d'évaluation est quand même relativement faible ou nouveau pour certains. Et donc, à chaque fois que tu rajoutes un paramètre, tu rajoutes de la contrainte parce que ça va dire un petit peu plus de temps. Ça veut dire qu'il faut que le N+1 se prête à cette évaluation. Ça veut dire qu'il accepte aussi en termes de confidentialité de se livrer un peu. Ça rajoute du temps. Là où on en a de moins en moins, n'est-ce pas ? Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à dire, le marché, dès que tu rajoutes un élément supplémentaire, a tendance à plutôt rejeter l'idée. En même temps, moi, ce que je vois, c'est qu'on est dans une phase où les entreprises ont de moins en moins envie de se tromper parce qu'il y a beaucoup plus de frilosité, de tension, etc. Et donc, pourraient plus facilement accepter de rajouter un paramètre parce que on se rend bien compte que les échecs précédents qu'on a vécus sont parfois pas liés à la personne et à ses compétences, mais vraiment à une dynamique relationnelle. Et côté entrepreneur, là pour le coup c'est beaucoup plus simple, mais ça se fait toujours de façon réactive. J'ai l'impression, c'est-à-dire qu'en général, quand tu crées ton association, c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un, tu fais pas tout de suite ton contrat de séparation de biens parce que t'as l'impression que ça va bien se passer, et tu parles pas tout de suite de ce qui fait que ça pourrait ne pas marcher dans 2 ans. Donc la plupart du temps, en tout cas pour des personnes qui créent leur boîte pour la première fois, c'est inentendable d'aller creuser ces dimensions-là. Par contre, tous les fondeurs à qui je parle quand des entreprises depuis longtemps qui ont déjà payé très cher leurs associés précédents pour partir, ou qui sont en plein dans le dur de se dire ça fait 3 ans qu'on se raconte qu'on va bien ensemble alors qu'en fait c'est pas le cas, ou qui ont un N-1, ont pris un DG, ont pris un chief of staff avec qui finalement c'est beaucoup plus inconfortable que prévu, mesurent le coût que ça peut être de ne pas le faire et donc finalement le bénéfice à pouvoir l'aborder autrement pour les prochaines fois. Super. Petite question bonus, dans les binômes en ce moment qu'on crée tous, ou en tout cas beaucoup, il y a notre relation à l'IA. Est-ce que toi qui te connais pas mal, de par évidemment ton expertise de l'assessment, dans la façon que tu as d'interagir avec l'IA, tu as intégré justement cette dimension de « moi je suis comme ça et donc j'ai besoin que tu sois comme ça pour me compléter ». Alors c'est drôle parce qu'effectivement c'est une question que tu m'avais posée dans une discussion précédente. Ça a pas été un réflexe parce qu'en fait parler de personnalité à l'IA, moi ça m'a un petit peu dépassé, c'est-à-dire parler de ta personnalité à l'IA ça va, mais parler de celle avec laquelle tu veux qu'elle interagisse vis-à-vis de toi, c'était pas une évidence. Et pour autant, je me rends compte qu'il y a des sujets sur lesquels, de facto, parce que ça fonctionne pas bien notre communication, tu finis par lui demander de façon un peu indirecte de jouer ce rôle de complémentarité. Naturellement, si tu as paramétré, peu importe l'IA que tu utilises,
au bout d'un certain temps de pratique, tu lui as peut-être souvent naturellement demandé de fonctionner un peu comme toi. C'est-à-dire si t'es quelqu'un de synthétique qui va vite, qui aime pas t'encombrer des détails, t'as dû lui dire parle-moi avec des bullet points, arrête de me dire que j'ai raison à chaque fois que je te dis une phrase, me pose pas 1000 questions quand t'as déjà la réponse, etc. Donc très souvent, on peut être tenté déjà de lui dire adopte mes modes de fonctionnement, qui est un peu le côté simple dont on se parlait plus tôt. Et ensuite, par contre, dans des phases, ça dépend où tu utilises l'IA, mais quand tu l'utilises dans des phases de brainstorming pour réfléchir, analyser, etc., là, tu peux lui dire mon biais, c'est probablement d'être très fan de l'expertise, la vérité, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qui se fait, etc. dans notre métier. Est-ce que tu peux me challenger justement en apportant un regard beaucoup plus grand public, entre guillemets, un peu plus ouvert, un peu qui a besoin de plus de vulgarisation. Et donc, oui, tu peux le faire. Donc, je l'ai fait sur certains cas très précis. C'est pas encore une habitude, mais je pense qu'effectivement, comme la capacité à faire duo avec l'IA devient quand même un élément fondamental, ce serait dommage de s'en priver. Merci. Je trouve ça très éclairant ce que tu nous as apporté sur la sensibilité, on va dire, de la création d'un duo performant et du respect, on va dire, des personnalités de chacun en amont, de manière à ce que ça se passe bien par la suite. Est-ce que tu peux nous tenter de nous résumer le changement de paradigme que tu considères autour de cette question aujourd'hui? Ouais. Le changement, pour moi, il est de l'ordre de passer d'un mode de sécurisation des décisions people qui est individuel. Donc, regarder un individu par rapport à son écosystème et penser que sa réussite est simplement liée à sa capacité à tenir un job, à une vision beaucoup plus systémique. Et on se rend compte que l'individu intervient aussi dans un système relationnel et que sa capacité à réussir est autant conditionnée par sa capacité à fonctionner efficacement et durablement avec les quelques personnes clés qui l'entourent. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi.